Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, il est 10h passé de 2 minutes, nous sommes en direct, c'est l'heure de l'heure libre, votre nouvelle émission, un partenariat Front Populaire, le média et Sud Radio. Je suis en compagnie du philosophe Michel Onfray, comme chaque semaine, fondateur de la revue, Maxime Le Nagar, rédacteur en chef, et notre invité est un économiste de choix, Philippe Murer. Vous avez notamment, Philippe, enseigné à l'université Panthéon-Sorbonne. Alors, émission spéciale aujourd'hui après la dégradation de la note financière de la France par Fitch, qui a décidé vendredi 28 avril 2023, c'était la semaine dernière, de dégrader la note financière de la France d'un cran. Celle-ci passe donc de AA à AA-. Fitch a estimé que des réformes structurelles avaient bien été faites en France, mais l'agence a mentionné dans son dernier rapport que les fortes tensions sociales en France représentaient un risque pour le programme de réforme du président Emmanuel Macron. Autrement dit, l'État va devoir prouver qu'il peut réunifier le pays derrière sa réforme pour espérer remonter sa note. Nous allons donc nous interroger sur ces liaisons dangereuses entre réforme et marché, loi sociale et endettement, et nous allons nous demander notamment si les marchés financiers font la loi pour les réformes. Et à propos de la dégradation de la note de la France, quelles difficultés attendent Emmanuel Macron? Alors bonjour à tous les trois, bonjour Philippe Murer. Bonjour. Alors, vous êtes économiste et un économiste souverainiste, c'est pas si fréquent. On connaît à Front Populaire Jacques Sapir, évidemment. Vous savez qu'en France, on considère qu'économiste et souverainiste, ce sont des oxymores. Hein. C'est un peu comme un intellectuel de droite. Vous n'êtes pas très nombreux, on peut dire. Oui, ce qui est très étonnant parce que quand la France était souveraine et souverainiste au plus haut point avec le général de Gaulle dans les années 60, c'est le moment où l'économie fonctionnait le mieux et où la dette publique était quasiment nulle. Donc je pense que les gens qui traitent les économistes souverainistes d'oxymores, en fait, ce sont eux les pitres, puisque eux ont fait exploser la dette publique et entraîné une croissance extrêmement faible en France. Alors, vous avez notamment enseigné à l'université Panthéon-Sorbonne, je le rappelais. Est-ce qu'on est victime d'une certaine forme de mépris à l'université quand on est économiste souverainiste ? Non, pas en ce qui me concerne. J'enseignais aussi à l'EM Lyon, à Lyon 2, et non, je n'ai jamais senti une sorte de mépris à mon égard. Mais j'enseignais en DESS avec des professeurs particuliers, donc tout se passait très bien. Bon, alors on est là pour parler de la note de la France qui est désormais rétrogradée à la posture AA-. C'est le dernier échelon avant le simple A qui correspond à un crédit, on va dire seulement de bonne qualité. Autrement dit, sans être au bord du précipice, la France s'approche d'un point d'inflexion, on pourrait dire, où elle rejoint un autre groupe de pays que celui dans lequel elle se trouve actuellement. À l'heure actuelle, elle se trouve au milieu de ses homologues européens, entre l'Allemagne donc et les Pays-Bas, notés tout en haut en termes de bankable, et l'Espagne et l'Italie qui sont eux notés un peu en dessous. Alors Maxime Le Nagar, je vous ai demandé quelle était la place précise de la France au classement des pays qui empruntent. Alors il faut regarder effectivement ce que disent les agences. Ce qui est un peu compliqué, c'est que si vous prenez Moody's, Standard & Poor's ou Fitch, ils n'ont pas toujours les mêmes notations. Vous l'avez dit partiellement, Stéphane, les pays notés AAA, soit première qualité, sont finalement assez rares. Si on regarde l'ensemble du tableau, vous avez l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie, la Suisse, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et Singapour. Mais sur l'ensemble des pays, c'est pas tant que ça. Parmi les pays AA-, soit le tableau de la catégorie haute qualité, on trouve donc la France avec le Royaume-Uni, l'Irlande, les Émirats Arabes Unis, la Belgique, la Corée du Sud. Et il y a effectivement bien pire que nous, même géographiquement. L'Espagne est A-, l'Italie et le Portugal sont triple B, la Grèce est BB+, et avec BB+, là on rentre carrément dans la catégorie spéculative, c'est-à-dire que on peut pas vraiment dire si le pays est vraiment fiable, si la dette sera remboursée, et puis ensuite évidemment ça chute, B, B-, là on est dans le très spéculatif, et C, on est dans le risque très élevé, donc de défaut sur dette, et D c'est le défaut complet. Dans les C, vous avez par exemple l'Ukraine actuellement, et certains pays d'Afrique ou d'Asie comme le Mozambique ou le Laos. D'accord, alors la première question qui vient à l'esprit évidemment, c'est tout simplement qu'est-ce que cette dégradation va changer pour la France? Est-ce qu'on peut dire juste que ça va simplement augmenter le coût de la dette, on va emprunter l'argent plus cher? Est-ce que c'est cela, Philippe Murer? Oui, effectivement, mais très légèrement. Mais il faut bien comprendre qu'on emprunte aujourd'hui en négatif, quoi. Ça coûte, c'est-à-dire quand vous empruntez à 100, vous avez des taux d'intérêt qui sont en dessous de 3% pour la France,
et une inflation qui est à 6%. Ça veut dire que si vous n'avez pas de déficit public, vous baissez naturellement la dette publique de 3%. En fait, vous avez un coût d'emprunt négatif. Voilà, négatif puisqu'il faut retrancher aux 3% l'inflation de 6%. Donc personne n'a de problème à se financer sur les marchés financiers. Tout est fait pour que ça se passe bien et donc ça ne va pas poser de problème important à la France. D'accord. Alors le paradoxe est évidemment que cette réforme des retraites, elle a été encouragée par Bruxelles. On l'a rappelé d'ailleurs ici même avec Michel Onfray, et que donc c'était simplement pour, on va dire, permettre aussi aux marchés financiers d'espérer que la France continue à être un État qui puisse emprunter, parce que on a tout intérêt à ce que la France continue à emprunter sur les marchés financiers. Et alors, curieusement, eh bien, devant l'explosion sociale qu'elle a entraînée, cette réforme, eh bien, ce sont ces mêmes agences de notation qui dégradent la France. C'est quand même une certaine ironie de l'histoire, Michel Onfray, non ? Oui, je pense que la leçon, c'est que l'Europe de Maastricht, ça marche pas. Si effectivement ces agences sont légitimes, encore faudrait-il se demander qui elles sont, comment elles sont constituées, au nom de quoi elles se manifestent. Elles font la loi à des pays souverains. C'est assez sidérant. On sait bien que la France n'est plus souveraine, donc ça fait un peu plus de 30 ans que l'Europe de Maastricht impose sa loi. Et Maxime Nagar nous a donné tout à l'heure un certain nombre de pays qui font partie de l'Europe et qui ne sont pas très bien classés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne fonctionne pas, cette Europe. Ça veut dire que on nous avait promis monts et merveilles, du plein emploi, une économie florissante, et ça n'est pas le cas. Alors je veux bien que ce soit à cause des syndicats, des gens qui se retrouvent dans la rue, de ces sales gauchistes qui ne veulent pas travailler 2 années de plus, mais tout de même, un peu d'autocritique ne ferait pas de mal. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Murer ? C'est une manière, on va dire, c'est un marqueur que l'Europe ne fonctionne pas ? Je suis parfaitement d'accord avec Michel Onfray. D'ailleurs, dans les années 70, en fait, l'ensemble des grands pays occidentaux avaient une dette sur le PIB de 20% du PIB. Il n'y avait pas de dette. Et en fait, avec l'Europe de Bruxelles et l'Europe de Maastricht, on se retrouve aujourd'hui avec des dettes de 100-120% du PIB, donc grosso modo l'ensemble des pays occidentaux et européens. Ouais. Donc on voit que ça ne fonctionne pas, que ça produit de la dette, de la pauvreté, des inégalités, pas de travail, une baisse de la production, donc rien ne fonctionne. Mais pour revenir sur la dégradation de Fitch, il y avait 3 éléments fondamentaux. Donc il y avait cette réforme des retraites, en fait, et les troubles sociaux qui sont liés à la réforme des retraites. Donc on voit que Bruno Le Maire s'est encore une fois tiré une balle dans le pied. Il a fait la réforme des retraites pour l'Union européenne et pour les marchés financiers, et les troubles sociaux lui reviennent en boomerang. C'est à cause de ça qu'on est dégradé. Mais la deuxième chose très importante, et qui montre un problème gravissime du gouvernement Macron, qui est sous la botte de la finance, c'est le fait que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont émis des quantités considérables d'OAT, c'est-à-dire de dette publique indexée sur l'inflation. Et c'est très grave parce que, vous voyez, il y en a 260 milliards d'euros. Alors même qu'on pouvait emprunter à 0% depuis des années, ils ont emprunté avec de la dette indexée sur l'inflation. Et là où c'est très grave, quand vos 260 milliards d'euros de dette sur l'inflation, vous avez en stock comme la France, eh bien quand vous avez 6% d'inflation, ça vous coûte 15 milliards d'euros sur une année. Et c'est ce que dit Fitch, une des raisons importantes de dégradation de la dette de la France, c'est la dette indexée sur l'inflation de Bruno Le Maire. Et ce qui est absolument scandaleux, c'est que Bruno Le Maire a répondu à l'Assemblée nationale sur ce thème. Pourquoi faites-vous des OAT indexés sur l'inflation ? Surtout que le niveau d'inflation explose. Il continue à le faire. Et bien il a répondu, c'est parce que les banquiers et les assureurs aiment ça. Donc Bruno Le Maire ne gouverne pas dans l'intérêt des Français, n'émet pas de la dette dans l'intérêt de la France et des Français, mais dans l'intérêt des banquiers et des assureurs. J'avoue que j'en suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça, et ça montre ce problème, ce lien avec la finance extrêmement grave. Eh ben, je vous propose qu'on demande son avis à Michel Onfray justement dans un instant. On va continuer à se demander si la France est un pays malade, drogué à la dette publique, et comment est-ce qu'il est possible de s'en sortir. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. 10h
10h14, toujours en compagnie de Michel Onfray, de Maxime Lenagar et notre invité est l'économiste Philippe Murer. Ce matin, on parle de dette publique, on parle de la dégradation de la note de la France qui va avoir pour conséquence des emprunts plus élevés. Et je voulais qu'on revienne sur cette affaire que vous décriviez fort précisément avant qu'on ne soit interrompu. Ces fameux emprunts OAT qui sont indexés sur l'inflation et que Bruno Le Maire a décidé de maintenir plus que de raison. Je voulais demander son avis à Michel Onfray. Il y a là quand même la démonstration d'une forme d'asservissement du pouvoir politique au marché financier, n'est-ce pas Michel ? Oui, c'est ce que dit Philippe Murer, et superbement. C'est-à-dire qu'on a le choix entre les marchés et le peuple ou le marché. Et les Maastrichtiens, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont décidé que c'était le marché qui devait faire la loi et qu'il fallait rendre possible les bénéfices pour les marchés. Et ils ont décidé qu'il fallait que le peuple paye. La chose a été clairement dite. Je pense que dans les manifestations, les gens ont bien compris que le problème c'était ça. Mais alors en même temps, on ne parle pas de Maastricht. Ils ne parlent pas de Maastricht, ils ne parlent pas de l'Europe. Les syndicalistes n'en parlent pas, ni la CGT, ni Sud, ni Mélenchon, enfin ni tous ces gens-là qui n'expliquent pas pourquoi cette réforme elle est exigée par Macron et tout de suite, alors que semble-t-il, même des gens comme Attali ou Minc, je crois, font savoir que ça n'était pas une grande urgence. Ce sont simplement des signes qui sont envoyés au marché en disant vous avez vu, depuis 1992 on se moque absolument des peuples, eh bien on continue, c'est-à-dire que quand en 2005 il y a ce référendum et qu'en 2008 on dit on passe par-dessus, quand les gouvernements maastrichtiens perdent les élections intermédiaires, on dit mais de toute façon on ne change rien. Macron pendant 5 ans a perdu toutes les élections intermédiaires et il n'a jamais rien changé, il n'a pas dit je vais changer de politique évidemment. J'ai le souci du peuple, j'écoute et j'entends évidemment. Et c'est pourquoi je suis toujours très heureux de dire que le néologisme à l'époque, enfin populicide de Gracchus Babeuf est toujours un mot efficace parce qu'il y a un populicide mené par ces politiques-là. Il s'agit de dire au marché on fait ce qu'il faut pour vous. Et je voudrais juste dire un mot parce qu'il y a des libéraux qui nous disent que quand on est anti-libéraux, on ne comprend rien au libéralisme, que le libéralisme c'est pas ça. Je pense à Charles Gave par exemple, qui nous donne toujours des leçons de libéralisme historique en nous disant qu'on n'a rien compris, qu'on était dans un régime soviétique, etc., etc. Je veux bien, mais je veux dire le libéralisme c'est quand même ça, c'est de dire on fait le marché on fait la politique pour le marché. C'est le marché qui fait la loi. Et je vois pas d'autre définition du libéralisme. Donc nous sommes bien dans un pays de libéralisme autoritaire. C'est un oxymore, mais on impose le libéralisme et on fait tout ce qu'il faut pour que le libéralisme soit. Et le prix à payer, il l'est pour le peuple. Eh ben, Philippe Murer, justement, dans votre livre, Sortir du capitalisme du désastre, vous avez pas de mots assez durs pour ces néolibéraux qui, grosso modo, se plaignent qu'il n'y a toujours pas assez de libéralisme, finalement. C'est vrai, c'est un peu comme le communisme, finalement. En URSS, on disait le communisme ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de communisme. Et c'est exactement la même chose pour le néolibéralisme. Alors que les résultats sont à l'opposé de ce qu'ils nous promettaient dans les années 70, parce que c'est effectivement Reagan, Thatcher qui ont commencé à imposer ce néolibéralisme, suivi par François Mitterrand avec le tournant de la rigueur de 1983 et l'Europe maastrichtienne qui s'est développée à partir de ce moment-là. Et effectivement, les résultats sont absolument catastrophiques pour les peuples, pour les classes populaires et maintenant pour les classes moyennes, mais aussi pour la France. Et finalement, dans ce système-là, il n'y a que les classes supérieures, très supérieures, c'est-à-dire il y a un rapport du Sénat dessus qui est très intéressant sur ce sujet, c'est 37 000 personnes qui touchent 2/3 des revenus financiers, des revenus des entreprises. Donc en fait, quand on baisse l'impôt sur les sociétés, c'est pas pour le petit artisan du coin auquel va toute notre sympathie ou votre boulanger. Non, c'est pour 37 000 familles qui captent 2/3 des dividendes en fait et de l'enrichissement énorme qui a été permis par l'Europe de Maastricht et toute cette vague néolibérale. Et donc c'est le développement sans fin des inégalités, le déclassement du pays et le prédation par une classe sociale. Et je ne suis absolument pas communiste, je suis gaulliste. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque. On le voit dans les chiffres, tout simplement. Le classement des 500 premières fortunes françaises. En 1996, ces gens-là possédaient 70 milliards d'euros. Aujourd'hui, ils possèdent 1000 milliards d'euros, ces 500 premières fortunes. Ils sont tous enrichis, quoi 15 leur fortune. Donc en fait, ils sont en train de capter tout l'argent, toute la richesse créée pendant ce temps
la richesse créée pour le peuple, en fait, devient négative. C'est ce qui aboutit aux Gilets jaunes, c'est ce qui aboutit à ces manifestations sans fin en France contre les réformes pour détruire le modèle social. Merci de ces précisions. Et je voudrais qu'on revienne précisément sur la dette, parce qu'il y a quelque chose. On voit bien qu'aujourd'hui, on est totalement dans un pays qui vit comme un drogué d'un toxicomane de sa drogue. Finalement, on a besoin, l'État, pour maintenir sa distribution, a besoin de recourir au marché financier, vraiment, où on pourrait prendre l'image d'un joueur qui a l'addiction du jeu. Mais je voulais vous poser une question toute simple. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de financer sa dette que d'aller sur les marchés financiers? L'histoire nous a appris qu'on pouvait faire autrement. Vous avez tout à fait raison. La France, avant 1973, en fait, pouvait emprunter, le gouvernement français, à la Banque de France. Pouvait emprunter à la Banque de France. Et en 1973, en fait, il y a une loi qui est passée, qui est très bien décrite dans le livre de Pierre-Yves Rougeron, la loi de 1973, qui interdit à la France, au gouvernement français, d'emprunter auprès de la Banque de France. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, ce sont les banques qui empruntent de l'argent public auprès de la Banque de France pour reprêter aux États sur les marchés financiers. Donc on est vraiment dans une captation par les banques privées du public. On emprunte d'un côté au public et on prête au public de l'autre côté. Et donc ça, c'est un problème majeur, puisqu'avant, la France était libre de ne pas dépendre des marchés financiers et d'avoir une politique sur le long terme, de ne pas dépendre de crises financières graves. Aujourd'hui, la France est dépendante des marchés financiers parce que le gouvernement, les députés, ont dépossédé le peuple français de la Banque de France. Et tout cela, Pierre-Yves Rougeron le montre très bien, c'est fait au nom de la préparation de la monnaie unique. C'est quand même extraordinaire. Il le montre avec des textes de Robert Marjolin, notamment, qui explique, oui, il faut que la France n'emprunte plus auprès de sa Banque de France, puisque nous devons préparer la monnaie unique et faire comme les Allemands et les Américains. Ouais. Alors, il y a aussi un autre exemple qui me venait à l'esprit. On disait que les Italiens, par exemple, pendant longtemps, ont détenu leur dette publique. Ce sont les Italiens qui prêtaient à leur État. Ce qui faisait qu'évidemment, que leur économie était beaucoup moins fragile, puisqu'elle ne dépendait pas des injonctions des marchés. Est-ce que c'est toujours valable, ça ? Bien, en fait, avant, effectivement, les Français pouvaient directement acheter des bons du Trésor auprès de l'État, en allant à leur banque et en soumissionnant à la dette. Ils ont été dépossédés de ça aussi. C'est les banques qui, en fait, font des appels d'offres, d'une certaine manière, achètent la dette française et la redistribuent dans des fonds aux particuliers, qui montrent que finalement, les banques sont devenues maîtres du jeu, fondamentalement, malheureusement. Et c'est tout un fonctionnement technocratique qui est arrivé à cela. On va se demander dans un instant si on peut faire marche arrière, mais je voudrais quand même demander à Michel Onfray, d'un point de vue strictement, d'un constat bête, on peut dire qu'on est pieds et poings liés aujourd'hui, Michel, au marché financier. Oui, je suis très heureux d'entendre Philippe parler de la loi de 1973. J'avais dans une précédente émission dit que le début de la fin, c'était avec cette loi de Pompidou. C'est-à-dire que les gaullistes que nous sommes, je parle au moins pour deux personnes, je ne peux pas m'engager pour Maxime et pour toi Stéphane, mais je veux dire, savent très bien que après le général de Gaulle, il n'y a que des anti-gaullistes, y compris Pompidou. Ça commence avec lui, effectivement. Le banquier décide que nous n'allons pas décider de notre économie, mais que ce sont les marchés qui vont décider de l'économie, c'est-à-dire que la France cesse d'être souveraine. On ne peut plus emprunter comme on le souhaitait, donc on ne peut plus investir comme on le voudrait, on ne peut plus donc non plus avoir des projets particuliers, c'est-à-dire que si on veut créer un Concorde d'aujourd'hui, un TGV d'aujourd'hui, enfin l'équivalent je veux dire, ou un avion subsonique ou faire un travail en matière de conquête spatiale, on n'en a plus la possibilité, on n'en a plus les moyens, c'est-à-dire qu'il faut se mettre entre les mains de gens qui ont l'argent, et s'ils ont l'argent, ils veulent la décision, ils veulent la maîtrise, c'est-à-dire s'ils ont la maîtrise, nous n'avons plus la nôtre. Si nous n'avons plus la nôtre, nous ne sommes plus souverains. Donc ça fonctionne comme ça. Et en 1973, évidemment, il n'est pas question de Maastricht, mais de fait, Philippe a raison de dire que ça prépare Maastricht. C'est-à-dire, il y a un moment donné où on sort vraiment le lapin du chapeau en disant bon, on travaille à ça, on travaille à une espèce d'Europe fédérale et fédéraliste. Il faut en finir avec les nations. Et pour que les nations disparaissent, il faut effectivement que on puisse rendre impossible une souveraineté économique et monétaire. Je rappelle que quand Macron dit quoi qu'il en coûte,
coûte au moment du Covid, tout le monde dit « Ah, ça c'est formidable, voilà un chef d'État, voilà un homme d'État, voilà la dimension gaullienne du personnage. » On se dit « Il a le souci du peuple, etc. » Mais pas du tout. Le logiciel de Macron est populicide. Donc il n'a pas eu le souci du peuple. Il a juste dit « Nous nous endettons auprès de l'Europe de sorte que nous contractons pour pouvoir durer plus longtemps et plus durement encore avec l'Europe. » C'est-à-dire sous prétexte d'aider les boulangers et les restaurateurs, par exemple, et il rendait possible l'accrochage de la France à l'Europe en disant nous perdons encore notre souveraineté. C'est-à-dire il travaillait à fabriquer une Europe libérale, il travaillait encore à détruire une France nationale ou une France souveraine, et tout ça avec les bons sentiments du genre vous avez vu, quoi qu'il en coûte, nous ne vous oublions pas. C'était une façon de dire on ne vous oublie pas, on a le couteau à la main et on a toujours l'intention d'égorger le peuple, ne vous méprenez pas, nous ne changerons pas d'avis. Oui. Alors Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, ça, on va y revenir dans un instant, et on va se demander... Frankenstein de la finance. Voilà, le Frankenstein de la finance, on va en dire un mot, et on va s'interroger sur les raisons de cette perte de confiance des marchés. On se le demande tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, 60 minutes de propos non convenus, toujours en compagnie de Michel Onfray, et Maxime Le Nagard, et notre invité ce matin est l'économiste Philippe Murer, qui est professeur en finance. Émission spéciale aujourd'hui après la dégradation de la note financière de la France par Fitch, par l'agence de notation Fitch, qui a décidé de dégrader la note financière de la France d'un cran. Celle-ci passe donc de AA à AA-. Ce matin, nous nous interrogeons donc sur ces liaisons dangereuses entre les marchés financiers et nos politiques. Et je voulais vous demander, Philippe Murer, qu'est-ce qui se passe pour que les agences décident de dégrader la note de la France? Comment travaillent ces agences qui sont, pour le public, extrêmement opaques d'ailleurs? Tout à fait. D'ailleurs, Fitch, vous imaginez, Stéphane, que c'est une agence américaine de notation, mais pas du tout. C'est une agence, en fait, détenue par le milliardaire français Marc Ladreit de la Charrière, qui détient aussi des médias. C'est assez amusant. Ah oui. Mais comment travaille-t-elle? En fait, d'abord, il y a des éléments chiffrés et objectifs. Elles vont analyser les ratios, le niveau de la dette publique, des intérêts payés, les niveaux de déficit public. Elles vont analyser aussi les chiffres de l'économie française. Est-ce qu'elle est dynamique ou pas dynamique? Est-ce qu'elle a de la croissance ou pas? Ça, c'est les éléments relativement objectifs. Ensuite, il y a tout un processus subjectif, c'est-à-dire est-ce qu'on suit bien les bonnes recettes que préconisent les marchés financiers, qui sont les recettes classiques du néolibéralisme, ou pas. Si vous les appliquez, vous serez mieux noté. Si vous les appliquez pas, vous ne serez mal noté. Et puis, il y a des événements, des choses beaucoup plus gênantes, c'est-à-dire que ces agences ne sont pas indemnes de corruption. On l'a vu avec la crise des subprimes où elles notaient AAA, en fait, des paquets de dettes par milliers de milliards de dollars, hein, pas des petits paquets de dettes, des énormes paquets de dettes qui finalement ont fait faillite. Donc c'était la meilleure notation, il n'y avait aucune chance de faire faillite, elles ont fait faillite. La First Republican Bank, qui était simple A, si je ne me trompe pas, a fait faillite en 2 jours. Donc elles peuvent se tromper, c'est une indication. Elles peuvent aussi être corrompues, très clairement. Et d'ailleurs, le fait que les États-Unis, qui ont strictement les mêmes ratios financiers que la France, le même endettement, le même déficit public à très peu de choses près, en fait, les États-Unis sont notés AAA avec la meilleure note, alors que la France a AA-. Donc on voit que tout ça est quand même très subjectif et un peu manipulé. Et alors, pourquoi Emmanuel Macron a perdu cette confiance des marchés? Est-ce que ça veut dire qu'on s'est fait vendre un Mozart des finances qui n'a jamais été un Mozart des finances, et que, pour reprendre ce que disait Michel Onfray il y a quelques instants, était plutôt un Frankenstein des finances? Vous y avez cru, vous, à Emmanuel Macron, Mozart des finances? Non, jamais une seconde. De toute manière, il suffisait déjà de regarder son bilan à la tête du ministère de l'économie, sous Hollande, ce que les médias ont soigneusement caché, en nous le faisant apparaître comme un homme neuf qu'il n'était pas. Mais Emmanuel Macron a fait exploser la dette de la France, hein, effectivement, de 600 milliards d'euros. Mais surtout, le vrai problème, c'est le sous-jacent. C'est-à-dire qu'au niveau économique, Macron, c'est aussi une catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de croissance en France. Le niveau de PIB français aujourd'hui est pratiquement le même qu'il y a 3 ans, fin 2019. Donc on a en fait eu une croissance de 0,7% sur toute cette durée. Il n'y a pas de croissance, il n'y a plus de croissance. Ce modèle est au bout du bout et Macron est le président du bout aussi, d'une certaine manière, d'un modèle économique qui ne fonctionne plus et effectivement qui produit aucune croissance et qui produit au contraire
énormément de dettes pour continuer à fonctionner. Donc c'est un modèle qui est terminé, mais il faut l'acter, il faut changer de système, de modèle économique, puisque personne n'est content avec ça, à part la classe des ultra-riches, qui non seulement prend de plus en plus d'argent, mais en plus peut développer son hubris et prendre de plus en plus de pouvoir, le pouvoir économique, mais aussi médiatique, mais aussi le pouvoir politique, puisque finalement, Macron, c'est la créature des oligarques français qui l'ont lancé sur le marché avec tous les médias qu'il possède. Alors justement, j'attire l'attention des auditeurs et qui peuvent se rendre sur YouTube, voir une vidéo de de l'ancien supérieur hiérarchique chez Rothschild, chez la banque Rothschild, et qui parle du travail d'Emmanuel Macron. Et cet ancien supérieur hiérarchique, dont j'ai oublié le nom, mais c'est François Roureau, je crois, a dépeint Emmanuel Macron comme quelqu'un qui a appris une chose, mais qu'une chose, ce sont les techniques de négociation. Voilà, il disait, d'ailleurs, cette interview, elle est très bienveillante vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais son seul bilan, selon ce responsable hiérarchique, c'était qu'il avait appris les techniques de la négociation. Ça laisse sans voix, Michel Onfray. Oui, on n'y croit pas beaucoup. Enfin, il n'a pas pris grand-chose, ou il a mal appris. Ça veut dire que c'est un mauvais élève, en plus. Moi, je pense qu'il y a une psychopathologie de Macron, et que cette psychopathologie fait que le personnage a laissé tomber le social au profit du sociétal. Donc, le travail s'est effondré comme valeur sous Macron. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Avant, au moins, on faisait semblant. Donc, on laissait croire que on travaillait, même si on était un peu cossard. Mais je ne pense pas que le Covid ait suffi pour que des gens comme Sandrine Rousseau puisse arriver aujourd'hui en disant que le travail c'est détestable, c'est fasciste, c'est bourgeois, c'est de droite, c'est blanc, enfin, etc., etc. Et de fait, il y a toute une société de l'assistanat qui n'est pas une société de la production. Donc, si on estime que on peut vivre avec des subventions et des chèques, et vous voyez comment Macron distribue des chèques, la politique de Macron, c'est ça, un chèque pour acheter de l'essence, un chèque pour acheter de la viande, un chèque pour acheter les fournitures des enfants au début de la rentrée scolaire, ou à la rentrée scolaire. On se dit effectivement que les autres, au moins, étaient un peu plus malins que lui. Il est pas très fin, Macron, en fait. Hollande et Sarkozy faisaient exactement la même chose, mais au moins, ils y mettaient les formes, et puis, il fonctionnait comme des couleuvres. Lui, c'est plutôt un bulldozer, et c'est un personnage qui dit, allez hop, allons-y sur le sociétal, et dans le sociétal, il n'y a pas beaucoup de gens qui estiment que le travail, c'est une valeur. Il n'y a pas beaucoup, par exemple, de boulangers qui sont militants LGBT, il y en a sûrement, hein, mais enfin, assez peu. Je pense qu'il y a assez peu de marins-pêcheurs, ou assez peu de mineurs, également, et que le peuple old school a été, ce que j'ai appelé le peuple old school, a été sacrifié au profit du néo-peuple, le fameux néo-peuple fait des trans, des homos, des immigrés, etc., etc. Le travail n'est pas sa valeur. Les paysans, les ouvriers, les marins-pêcheurs, les mineurs, etc., c'était une tradition, le travail. On voit bien d'ailleurs avec ce qui se passe avec Roussel et la France insoumise. Fabien Roussel, lui, il estime que le travail c'est une valeur. Il estime que le prolétaire, c'est quelque chose, l'ouvrier, c'est encore quelque chose d'important, c'est une figure essentielle. Donc on ne peut pas laisser faire les wokistes, les décolonialistes qui nous disent que le travail c'est pas très intéressant et qu'il faut une espèce de revenu minimum universel à tout le monde, surtout pour les gens qui ne travaillent pas, en disant aux autres vous allez produire, vous allez travailler, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir une économie saine quand on a dit que le travail n'était pas une valeur, c'était même le contraire d'une valeur. Vous partagez ce sentiment, Philippe Murer. On oublie d'exalter des valeurs qui ont un sens économiquement. Oui, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, quand on a choisi le modèle du capitalisme financier au début des années 60, au milieu des années 70, contre le capitalisme de production d'avant, effectivement, on a abandonné le travail et la valeur travail. Et la valeur travail, d'ailleurs, c'est une valeur très intéressante parce que c'est et de droite, la valeur travail, et de gauche en même temps. Donc ça rassemble tous les Français. Un travail où on est correctement traité et dignement payé. C'est ce qui était avant le cas. Et aujourd'hui, je vais citer un chiffre, on a 3 millions de Français en burn-out. Quand il y a des sondages qui sont faits et qui sont notamment sortis dans le journal La Tribune, le journal économique, pas un journal de gauche, ils expliquent qu'il y a 45% des Français qui sont en détresse psychologique dans les entreprises. Et évidemment que je ne parle pas du petit entrepreneur du coin, du petit boulanger, traite très correctement ses salariés probablement. Je parle des moyennes et des grandes entreprises où en fait le travail a perdu tout son sens parce que l'entreprise elle-même est vampirisée par la finance.
En fait, le but du patron n'est plus de produire, de faire un beau produit pour les usagers, de faire en sorte que ses salariés progressent et travaillent mieux et que les clients soient heureux, en fait, soient contents du produit. Le but maintenant, c'est de tirer de l'argent le maximum pour faire monter le cours de bourse parce que le patron a des stock options, c'est-à-dire qu'en fait, si le cours de bourse explose, eh bien, il va peut-être gagner 50 millions, 100 millions d'euros comme le patron d'Apple. Alors que si le cours de bourse baisse, même s'il a fait un excellent travail et que la société se développe correctement, mais avec un tout petit peu moins de bénéfices, mais qu'elle joue le long terme, eh bien, le patron va être d'abord sanctionné financièrement en n'ayant pas un salaire très important, mais surtout il sera débarqué par les actionnaires. Donc c'est la finance qui a pris le pouvoir, qui vampirise toute la société, et les Français sont asservis par ça. Les classes populaires et moyennes sont asservies par cela, et avec effectivement les bravos de Macron, de l'Union européenne et de tous les gens qui dirigent, qui sont les gouvernants. Oui, alors évidemment on est accablé par ce que vous nous dites et on se demande assez légitimement si nos fondamentaux pour avoir une économie saine ne sont plus là, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour inverser le cours des choses et comment pourrait être inversé le cours des choses, Philippe Murer? Alors ce n'est jamais trop tard. Effectivement, vous avez raison, parce que le problème c'est que les Français, classe populaire et moyenne, sont de plus en plus asservis d'une certaine manière. Mais c'est aussi qu'on a des dirigeants tellement idiots et insignifiants qu'on le voit dans la bascule géopolitique. C'est l'Occident qui risque à un moment donné de perdre le pouvoir. La dédollarisation, tout ce dont on parle en ce moment, c'est l'Occident qui ne produit plus rien et qui ne sert plus à grand-chose au niveau mondial, qui est considéré malheureusement comme un parasite d'une certaine manière par les BRICS, qui finit par risquer d'être déclassé et asservi lui-même. On voit à quel point nos dirigeants sont insignifiants. Effectivement, il y a des solutions à ça. C'est revenir à une économie de production. C'est-à-dire faire en sorte que la finance, en fait, soit mise au pas et non que la finance mette au pas le gouvernement. Et c'est d'une simplicité biblique, vous savez. Il suffit de regarder ce qu'on faisait il y a 50 ans et de prendre des méthodes équivalentes. Je vous donne un exemple. Oui. Les banques aujourd'hui prêtent beaucoup trop à la spéculation, au marché financier, à des activités improductives, au lieu de prêter au petit entrepreneur du coin, qui lui, ou même à la grande entreprise qui a un beau projet industriel, ou même à la France pour développer, vous voyez, des centrales nucléaires pour faire face à la pénurie d'électricité. Eh bien, en un trait de plume, vous changez cela. Vous faites en sorte que la Banque de France demande des réserves aux banques très importantes quand elle prête à la spéculation, et très peu de réserves quand elle prête aux entreprises pour la production, donc aux entreprises classiques de production. Et là, d'un trait de plume, tout change dans le monde. Vous voyez, donc les réformes sont extrêmement simples. Le problème, c'est que la France a perdu sa souveraineté. C'est la Banque centrale européenne qui décide de cela et non plus le gouvernement français ou la Banque de France. Donc il faut sortir de l'Union européenne pour pouvoir ne plus être écrasé par la finance et retrouver la valeur travail, la société de production et une société beaucoup plus apaisée. Oui, on va demander à Michel Onfray dans un instant son avis. À mon avis, l'hypothèse d'une sortie de l'Union européenne ne sera pas pour lui déplaire. On va continuer à se demander s'il faut craindre les marchés financiers et s'il faut honorer ses dettes, parce qu'on entend souvent cette petite musique, surtout du côté de la France insoumise, où il ne faudrait pas honorer ses dettes. Il y aurait qu'à y renoncer d'un trait de plume aussi. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. 10h43 sur Sud Radio, toujours en compagnie de Michel Onfray, de Maxime Le Nagard et notre invité, l'économiste Philippe Murer, professeur en finance. Nous faisons aujourd'hui une émission spéciale sur la dégradation de la note de la France par l'agence Fitch et nous nous interrogeons sur les liaisons dangereuses entre les marchés financiers et nos politiques. Nous étions en train de nous demander à l'instant comment inverser le cours des choses et Philippe Murer nous expliquait qu'il fallait commencer par sortir de l'Europe, une proposition sur laquelle vous ne serez sans doute pas en désaccord, Michel Onfray. On dira que le Normand que je suis boit du petit lait et pas seulement pour cette proposition. Je pense effectivement que si on dit qu'on reste dans l'Europe, on ne peut pas mener de politique souveraine. C'est une espèce d'évidence. C'est-à-dire quand ou Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon nous disent on fera 100 et on fera comme si elle n'existait pas, ce sont des gens qui nous mentent. On ne peut pas mener une politique quelle qu'elle soit économique ou qu'elle concerne l'immigration, voire même la culture. On ne peut pas la mener si on ne dispose pas des moyens de la mener. Et pour avoir les moyens de la mener, il faut effectivement sortir de ce carcan
carcan européen. Donc oui, bien sûr, il faut envisager la question du Frexit. Et puis préciser, par exemple, que les gens qui nous expliquaient que ce serait une catastrophe en Angleterre s'il y avait le Brexit sont des gens qui n'ont pas compris que quand on recouvre sa souveraineté, mais qu'on mène exactement la même politique, ça sert à rien. C'est pas le Brexit qui est en cause, c'est le fait qu'il n'y ait pas une politique alternative. Et la politique alternative, les gaullistes le savent, c'est le capitalisme populaire et c'est la théorie de la participation. Si vraiment le capitalisme devient populaire, alors là, on peut, avec le principe des coopérations, des mutualisations, envisager une alternative économique et même une sortie du jacobinisme. Il existe un État, mais la pensée girondine infuse cette conception-là en disant effectivement il faut que nous ayons voir du côté de ceux qui produisent, du côté de ceux qui inventent. Aujourd'hui, où est l'activité économique? Elle est dans les panneaux solaires, elle est dans la possibilité d'isoler les maisons, elle est dans le million de kilomètres, ou je ne sais pas combien de kilomètres de pistes cyclables qu'on va dérouler sur la France entière. C'est ça vraiment l'économie française. C'est là qu'est le génie français. Je crois qu'il y a plein de jeunes qui sont bourrés de talent et qui s'en vont dès qu'ils le peuvent, qui quittent pas seulement la France mais l'Europe et qui s'en vont aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, ou dans les pays asiatiques ou en Corée, parce qu'effectivement leur talent ne peut pas se manifester. Ça, c'est pour l'inventivité. Je dirais faire confiance aux individus plutôt que au plan. Il y a presque encore un plan écologique ou écolâtre. Là, on nous dit effectivement que l'avenir, c'est ça. Aujourd'hui, on détruit les voitures pour fabriquer des voitures thermiques pour fabriquer des voitures électriques. Et donc, c'est pas une économie, ça, c'est une idéologie. C'est pas une économie. Et puis après, la participation. C'est-à-dire que on voit bien comment les salaires, effectivement, sont catastrophiques pour la plupart. Et Philippe en parlait tout à l'heure. On peut pas dire aux gens aimez votre travail s'ils sont exploités, maltraités, s'il n'y a pas de considération, s'il n'y a pas de participation aux bénéfices ou d'intérêt à l'entreprise ou même aux décisions de l'entreprise. Ça, c'est le principe de la coopération et de la mutualisation. C'est le gaullisme social. On est obligé, hélas, d'ajouter social pour plein de gens qui pensent que le gaullisme, c'est ce que malheureusement Pompidou et Chirac en ont fait. Je ne parle même pas de Sarkozy. Mais il y a la possibilité effectivement de dire que c'est la politique qui décide et l'économie et la finance suivent. Alors, en ce qui concerne... Alors, on a vu, il faut sortir de l'Union européenne pour retrouver des marges de manœuvre, pour retrouver sa liberté d'action. Je voudrais qu'on reparle du point spécifique de la dette. Est-ce qu'il faut la payer, cette dette? Est-ce que c'est si grave de ne pas payer sa dette, Maxime Lenagar? Il y a eu des précédents, je crois, dans l'histoire. Oui, bien sûr. Alors pour un État, non, c'est pas vraiment grave. Il y a même des économistes qui vous diront que le défaut est la norme pour les États. Presque tous les pays européens ont déjà fait défaut, d'ailleurs, sur leur dette. Il faut comprendre une chose à ce sujet, c'est que la dette d'État n'est pas la dette de ménage ou d'agent privé. Et d'ailleurs, il y a une différence même pas de degré, mais de nature pratiquement. Pourquoi? Parce que contrairement à nous tous ici, l'État ne meurt pas. Et quand un emprunt d'État arrive à échéance, l'État rembourse en réempruntant la même somme indéfiniment. C'est ce qu'on appelle le roulement de dette, et c'est pour ça qu'on peut dire que les États ne remboursent pas vraiment leur dette, ils la font rouler de décennie en décennie. Et quand même, quand un État fait faillite, il ne fait jamais faillite au sens d'une entreprise. Aucun État n'a jamais été mis en liquidation judiciaire, parce qu'une entreprise peut cesser d'exister, un État non. Un État peut faire donc défaut sur sa dette, un défaut partiel, comme ça a été le cas au Venezuela par exemple en 2017, ou un défaut complet comme en Argentine en 2001, ou certains pays africains en 2020 pendant la crise du Covid. Dans ces cas-là, il y a une restructuration de la dette et en général, certaines créances sont tout simplement effacées. Tenez-vous bien un chiffre intéressant, l'Espagne détient le record mondial, elle n'a pas remboursé sa dette à 14 reprises dans son histoire, bien sûr. Vous parliez de la France, par exemple. La France a déjà fait faillite entre le 14e et le 18e siècle. La France a fait faillite 8 fois, 8 défauts sur la dette. Au moment du directoire, par exemple, ce qu'on a appelé la banqueroute des 2 tiers. Et à ce sujet, il faut quand même rappeler quelque chose, et je parle sous le contrôle de Philippe Murer, mais je crois qu'il est d'accord avec moi là-dessus. Lorsque la Grèce a fait partiellement défaut en 2015 sur des dettes contractées auprès du FMI, l'Allemagne a rué dans les brancards au nom de l'austérité, que quand même une dette ça se rembourse, faut arrêter de payer pour la Grèce, etc. Il faut rappeler que l'Allemagne a fait défaut sur sa dette 2 fois depuis la Seconde Guerre mondiale, en 1953 et en 1990, ce qui faisait dire à l'économiste allemand Albert Ritsch, l'Allemagne a été le plus mauvais payeur de dette du XXe siècle. Fin de citation. Alors Philippe Murer, est-ce que vous êtes d'accord? La France pourrait faire défaut si on retrouvait notre liberté de manœuvre pour remettre un peu, je dirais, à flot l'économie française, pour se donner de l'oxygène. La France pourrait faire défaut pour financer son développement? Non, absolument pas. D'ailleurs,
En plus, les États ont développé une ingénierie qui fait qu'ils peuvent quasiment pas faire défaut. En fait, le problème de dette va se reporter sur le problème de l'inflation. Et d'ailleurs, s'il y a de l'inflation dans tout l'Occident, c'est finalement parce qu'il y a eu la planche à billets qui a été utilisée de façon massive. On a créé des billets pour acheter de la dette publique, pour faire tourner l'économie finalement. Et c'est ça qui explique ce surcroît d'inflation aujourd'hui. Mais regardez un pays comme le Japon, qui est quand même un pays assez extraordinaire parce qu'ils arrivent à conserver leur industrie, bien qu'ils soient juste à côté des côtes de la Chine, qui est un pays qui arrive à conserver de la croissance, et notamment de la croissance du PIB par habitant, alors même qu'ils sont en décroissance démographique. Il y a 2 fois plus de morts que de naissances aujourd'hui au Japon. Eh bien, ce pays, en fait, le fait par un système tout à fait particulier, il faudrait du temps pour en parler, mais ils ont 260% de dette sur PIB. Croyez-vous qu'ils soient au bord du défaut ? Pas une seconde. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale du Japon, donc le bras financier de l'État japonais, a acheté la moitié de cette dette publique. En fait, 130%. Et d'un trait de plume, finalement, ces 130% de dette publique pourraient être payés. Parce que la Banque centrale, c'est elle qui crée de la monnaie, elle n'a pas besoin de demander le remboursement de la dette publique. Et donc, la vraie dette du Japon n'est pas 260% du PIB, mais 130% du PIB. Pour la France, c'est pareil. La Banque centrale, en fait, européenne, a délégué à la Banque de France l'achat de 25% de la dette publique, qui sont dans les coffres de la Banque centrale. Et la Banque de France peut ne pas demander, par exemple, le remboursement de cette dette pour alléger le fardeau et que ce soit plus simple à gérer pour l'avenir. Donc, vous voyez, tous ces problèmes de finances et de dette publique n'en sont pas. On sait toujours les gérer de façon intelligente. Par contre, il faut éviter d'avoir des trous trop importants, des publics trop importants, une dette publique trop importante. Ça n'empêche pas les choses. Mais pourquoi on a de la dette publique qui augmente ? Parce que finalement, on n'arrive plus à faire de croissance. Et on ne fait de la croissance qu'en faisant de plus en plus de dette publique. C'est parce que le modèle de développement que nous avons pris, le modèle de développement qu'on pourrait appeler maastrichtien ou réganien, thatchérien, qui ont été appliqués petit à petit dans le monde entier, même s'ils ont été appliqués avec des particularités locales, eh bien ce modèle néolibéral est en bout de course, ne fonctionne plus, ne produit plus de croissance et ne produit que de la dette. Inversement, si vous prenez un modèle de nouveau gaulliste, un modèle de développement équivalent à celui des 30 Glorieuses, avec des adaptations, bien évidemment, eh bien là, vous allez retrouver de la croissance économique, de la prospérité, et vous allez baisser la dette publique. La meilleure preuve, et j'en finis là, c'est que la dette publique de la France, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 190% du PIB. 190% du PIB en 1945, avec un pays détruit qu'il fallait reconstruire. On prend ce modèle économique que je prône, ce modèle gaulliste, grosso modo, des 30 Glorieuses, on se retrouve en 1973, avec une dette publique de 7% du PIB. Et sans jamais avoir fait d'austérité pendant ces 30 ans, en créant de la prospérité, de la croissance, en faisant ce qu'il faut d'inflation, pas trop, mais un peu d'inflation pour annuler la dette, et on s'y retrouve très bien. Donc il n'y a pas besoin d'austérité, il y a besoin d'un nouvel modèle économique qui soit un échappatoire à cet échec d'aujourd'hui. Mais ça a l'air extrêmement simple quand on vous écoute, Philippe Murer. Je crois que non seulement vous parlez d'or, mais je crois que ça va plaire aussi à Michel, qui dit souvent que sur le terrain de la dette, il fait partie de ceux qui n'ont pas tellement envie de s'enorgueillir, de ne pas honorer sa dette, et qui préfèrent les pays qui tiennent leur parole, finalement, Michel. Alors je suis un peu embêté parce que j'ai perdu je sais pas combien, plusieurs minutes de conversation, là, d'échange, donc je n'ai plus d'image. Philippe Murer nous expliquait, pour résumer... J'ai entendu la question. J'ai entendu la question. Oui, et de fait, moi, quand j'ai entendu, j'étais très intéressé par ce que disait Philippe Murer, parce que je suis pas un spécialiste d'économie ou de fiscalité, et de fait, ou même quand Maxime nous a dit qu'effectivement, il fallait pas penser la dette en termes de famille, par exemple. Moi, je pensais sur un terrain éthique ou un terrain moral qu'on ne peut pas se permettre de ne pas honorer une dette, parce qu'après, on n'est plus crédible, et puis ceux qui sont censés nous prêter de l'argent ne nous prêtent plus d'argent. Je pense que ne pas honorer sa dette, c'est se mettre entre les mains peu ou prou du FMI. Et le jour où le FMI prend les choses en main, alors c'est autre chose que d'avoir un Macron au pouvoir, parce que là, pour le coup, c'est d'une grande violence, c'est d'une grande brutalité, et je suis pas sûr qu'on doive demander au peuple de payer encore plus cher que ce qu'il paie déjà aujourd'hui. Eh ben, c'est exactement ce que proposait Philippe Murer. C'était une espèce de troisième voie, c'est-à-dire de la restructuration de la dette, et avec la capacité de la Banque de France, qui serait de nouveau opérante, de pouvoir biffer, soulager une partie de cette dette, assainir la situation. Je vous ai bien résumé, Philippe Murer ? Oui, c'est ça. C'est que la Banque de France possède 25% de la dette de la France,
et elle n'a pas besoin de demander son remboursement. Ça, il n'y en a pas besoin. La Banque de France, c'est l'État français et ce n'est pas un défaut du tout, bien entendu. Elle l'annule et puisque la Banque de France a déjà émis cette monnaie, a déjà utilisé la planche à billets pour l'acheter, c'est complètement neutre. Voilà. Et donc c'est une façon de ne pas faire défaut, mais d'éviter d'hériter du fardeau extrêmement lourd de Sarkozy, de Hollande, de Macron pour des gens qui reprendraient le pouvoir. Tout le problème maintenant, il est politique. Le problème qu'on a en France, il est politique. On n'a pas de solution politique aujourd'hui à ce sujet. Parce que, et je pense que Michel Onfray pense un peu comme moi là-dessus, c'est que le RN et LFI aujourd'hui n'ont plus de projet. Quel est le projet économique et social du RN ou de la France insoumise? Je pense que personne n'est capable de le dire et de le définir et de le résumer. C'est bien. Il n'y en a pas. C'est complètement flou, nébuleux, à part de sortir le carnet de chèques comme Macron, mais à d'autres destinations. Donc, et le problème qu'on a aussi, c'est que les souverainistes sont aujourd'hui dispersés en des petits mouvements et donc s'auto-annihilent. Et tout le sujet, effectivement, ça va être d'essayer de créer une grande mouvance souverainiste, un grand collectif souverainiste, un grand mouvement souverainiste pour répondre aux aspirations des Français. Parce que s'il y avait un référendum sur l'Union européenne, les Français voteraient oui à 60% pour en sortir. J'en suis persuadé. Eh ben en tout cas, merci beaucoup Philippe Murer. D'abord parce que vous nous avez dit qu'il y avait une possibilité de sortir de cette fatalité des marchés financiers et de la dette. Et puis d'autre part pour vos solutions. Merci Michel, merci Maxime Le Nagar. On se donne rendez-vous évidemment pour tous ceux qui veulent nous réécouter sur les environnements digitaux de Sud Radio, notamment sa chaîne YouTube et sur franc-populaire.fr. À samedi prochain donc pour une prochaine heure libre où on parlera complotisme. Je crois savoir